Bon, donc simplement, c'était des remerciements, c'est très important, à Matteo Majorano et à toute son équipe pour cet accueil et cette organisation tout à fait réussie et qui, à l'efficacité, joint une atmosphère de convivialité. Merci donc. Cette deuxième demi-journée commence par une session autour d'un auteur. Il n'y a pas d'écrivain à mes côtés, mais il y a un auteur, c'est Yasmina Reza, qui est le point commun de cette session. Et donc il sera question principalement de la romancière et de son dernier ouvrage, mais aussi, dans le premier cas, du théâtre, des écrits dramatiques de Yasmina Reza. Je présente rapidement Wolfgang Gasol, qui est professeur à Osnabrück et à l'université Humboldt. Il dirige la revue Lendemain et il a dirigé aussi bon nombre d'ouvrages collectifs et certains avec des participants de ce colloque comme Dominique Viard ou moi-même. Et donc il va nous parler, il n'a pas changé son titre, hein, c'est bien « Absence ou critique de sentiments dans l'œuvre de Yasmina Reza ». Merci beaucoup. Ça marche? Tu as allumé? Tu peux te rapprocher. Oui. Non. Maintenant, ça devrait marcher. Je ne vais pas trop m'approcher. Moi aussi, je remercie beaucoup Marie-Thérèse et Matteo pour ce colloque et pour cette réception extraordinaire. Je dirais que ce n'est pas tout à fait un hasard, ou si c'en est un, c'est peut-être un hasard objectif qu'il y a deux interventions sur Yasmina. Ce que je vais présenter a un nom très simple, donc comme Jochen en a appris en fréquentant les collègues français. Donc je commence avec une introduction plutôt d'ordre notionnel. Ensuite, il y a une première ronde des sentiments chez Reza, une deuxième ronde et un résumé. Encore un hasard a arrangé les interventions de sorte que j'étais il y a 8 jours à un colloque Erich Auerbach à Istanbul. Et qui plus est, quand Auerbach était déjà dans son exil turc, il a mené avec son collègue romaniste Eugen Lerch, lui aussi demi de ses fonctions par les nazis parce qu'il vivait avec sa secrétaire juive, une discussion autour des notions de passion et sentiment. Lerch avait surtout souligné le développement de la notion d'un affect passivement subi dans le sens d'une souffrance ou d'une maladie à un affect actif à partir de Spinoza. Auerbach, en se basant sur le matériel lexicographique rassemblé par son collègue, lui donne une interprétation notionnelle en distinguant trois phases de signification sous la devise du titre de son essai, Passio comme passion, je traduis Leidenschaft par passion. Une première phase distingue dans la tradition du stoïcisme la perturbation des passions de l'idéal de la tranquillité, la impatio. Pour Auerbach, c'est à ce moment qu'apparaît déjà la notion de Leidenschaft, donc de passion, dans le sens de la perturbatio animi. Une deuxième phase est atteinte avec le Moyen-Âge, où s'ajoute quelque chose au couple des bonnes et mauvaises passions, la gloriosa passio de l'amour de Dieu. Et cette conception nouvelle permet dans une troisième phase l'élargissement de la passion divine vers la passion amoureuse des hommes, avec la distinction à partir du XVIIe siècle entre passion et sentiment. Et Auerbach remarque aussi que l'époque du romantisme relativise déjà cette séparation notionnelle claire, et il me semble que nous sommes encore dans cette constellation d'interférence entre les deux notions. Et je vous demande de me permettre dans ce contexte une petite parenthèse en honneur du lieu national de notre colloque. Eugen Lerch publie son article mentionné en 1938 dans la revue italienne Archivum Romanicum, et on trouve dans ce numéro aussi des contributions d'Auerbach, le fameux article sur Figura,
et de Leo Schwitzer. C'est donc dans une revue italienne que les exilés et les exclus de l'Allemagne nazie sont encore publiés et qui plus est dans leur langue. On était peut-être un peu plus européanisé à cette époque pleine de menaces que c'est le cas actuellement. Donc, je ferme la parenthèse. Si l'on parle depuis une dizaine d'années d'un emotional turn, un tournant émotionnel dans les lettres et sciences humaines, déclenché par les recherches et découvertes des sciences de la cognition et de la neurophysiologie, il ne faudrait pas oublier ce savoir d'autres époques. Dans le contexte allemand, ce tournant a été déclenché aussi bien par le best-seller de David Goleman de 1996, Emotional Intelligence, que par l'œuvre du sociologue Niklas Luhmann, Amour comme passion, de la codification de l'intimité, où le titre montre déjà une analogie avec les notions d'Auerbach. Cette œuvre a eu une grande importance pour l'analyse des codes d'une société et de sa littérature pour formuler des émotions. Ces codes sont proches mais non identiques avec les notions de formule de pathos formule de A.B. Barker, qu'on redécouvre à la même époque et l'importance accordée aux formes d'expression de l'émotivité interne extrême. Le tournant émotionnel reçoit des influences françaises, surtout celle d'Alain Corbin, et à partir du nouveau millénaire, le tournant a profondément atteint les recherches littéraires et culturelles en Allemagne. Jochen Becker a déjà mentionné un projet de l'Université libre de Berlin, Languages of Emotion, qui a permis à celle-ci de devenir une université d'excellence. Dans cette recherche concrète et les travaux de Corbin ont ouvert de larges perspectives dans ce domaine, la plupart des travaux sont consacrés à la reconstruction historique de formes de représentation d'émotions et d'émotivité pendant la Renaissance. Pour la littérature contemporaine, les recherches sont encore beaucoup plus hésitantes, probablement aussi parce qu'elles impliquent nécessairement les effets des stratégies d'émotionnalisation dans les lecteurs. Si l'on distingue avec Antonio Damasio 5 sentiments universaux, ça se recoupe un peu avec ce que Matteo a présenté. Lui, il distingue bonheur, deuil, colère, peur et nausée. Si ces sentiments apparaissent dans des textes littéraires, comme Matteo l'a montré, ceux-ci veulent non seulement d'autres délectare, mais aussi movere, donc émouvoir. Dans la détection de cette intention émotionnelle d'un texte contemporain, il est essentiel que l'auteur et les lecteurs disposent d'un savoir partagé sur les codes de fonctionnement et de la mise en scène littéraire des émotions. Comme j'ai parlé au début de Auerbach, je me permets de renvoyer à l'une de ses stratégies, à l'une des stratégies de sa grande œuvre donc, de mimésis. Comme on sait, il commence chaque chapitre par la citation d'un passage d'un texte, par exemple l'Odyssée, la Bible, le Dante, le Rouge et le Noir, etc. Ce texte ne lui sert pas seulement de point de départ pour l'interprétation suivante, mais aussi pour l'appréciation de l'œuvre entière et de l'époque. Concernant l'analyse des sentiments, dans l'œuvre de Yasmina Reza, je vais me servir de ce que Ronald de Souza appelle le scénario clé, paradigm scenario. Dans un article « Emotions, what I know, what I'd like to think I know », il définit ces scénarios de la manière suivante. Emotions play a determining role by virtue of the narrative structures of a paradigm scenario. These are elaborated mostly in the light of early experience, but also perhaps by exposure to art and literature. And they serve to define and differentiate each person's idiosyncratic repertoire of emotions. The resulting complexity means that the teleological structure of emotions often looks more like fatalism than like ordinary determinism. À partir de cette définition, je vais essayer d'interpréter les textes de Yasmina Reza en vue de la place et si possible de la fonction
qui exerce les sentiments, et je sais bien qu'il serait nécessaire d'y ajouter une analyse empirique des réceptions, réactions des vrais lecteurs et spectateurs. Mais le fait qu'il s'agisse avec elle de l'auteur de théâtre français le plus joué et vu dans le monde suffit au moins pour présupposer qu'un grand nombre de spectateurs en France et ailleurs s'identifient avec les scénarios clés qu'elle développe. Donc j'arrive à ma première partie. L'œuvre de Yasmina Reza est la première ronde des sentiments. Si on passe en revue les titres des pièces de Reza, on constate que cela commence avec Conversation après un enterrement en 87 et que la dernière pièce qui a vu sa première en Allemagne, elle s'appelle Comment vous raconter la partie, donc de 2011. Je renvoie en ce qui concerne le théâtre au livre d'Hélène Jacquemin que Marc va mentionner aussi. Même si les autres pièces ne sont pas toutes un théâtre de conversation de ce type, le fait que ces deux pièces portent le titre de ce qui caractérise le théâtre, donc les dialogues, et le fait de raconter une action me semble significatif de l'univers dramatique et narratif de l'auteur, même si on a raison d'insister sur le changement initié par la pièce L'Homme du hasard de 1995, génériquement entre théâtre et roman. Mais au moins, dans Conversation après enterrement, les entretiens des uns avec les autres ne suffisent pas pour créer une pièce, ou pour le dire avec Denis Guénon, qui a écrit en 2005 une étude sur Yasmina, je le cite, « Il manquait un événement, un acte, une parole. Dans cette pièce, quelque chose s'est produit. Un événement, un acte, une parole. De la vérité s'est fait jour et du sens dans cette famille au lieu du déploiement prédestiné de la névrose familiale. Quelqu'un a parlé juste. » Quand Guénon ajoute cependant, un instant plus tard, les deux hommes échangent un sourire furtif, ils marginalisent et minimisent ce que j'ai désigné comme scénario clé, parce que dans les conversations, ce scénario ne se réfère pas seulement à un acte ou une parole, vis-à-vis d'un sentiment, mais aussi, et peut-être surtout, au pouvoir d'imagination de la littérature. Le titre de la pièce de Reza est assez clair. 6 personnes se retrouvent dans la maison de campagne après l'enterrement du père dans son jardin. Ses enfants, donc une sœur et ses 2 frères, un oncle et son épouse, et l'ancien ami du frère le plus jeune. Celle-ci confesse aux 2 autres femmes « J'ai simplement vécu avec Alex et je suis moi-même éperdu d'amour pour Nathan, donc le frère aîné. » Cet aveu de ces sentiments complique les relations déjà tendues entre les personnages et la première tentative de les débloquer est une réaction physique. L'aîné, donc Nathan, et Edith, l'ancienne maîtresse de son jeune frère, font l'amour sur le tombeau du père. Mais cette manifestation de sentiments entre les 2 personnages ne résout ni la situation entre eux, ni les tensions avec et entre les autres, caractérisées par des sentiments de jalousie ou de deuil. Dans cette constellation, il faut l'événement mentionné par Guénon, un événement qui a lieu quand l'aîné déclare qu'Edith va passer la nuit dans sa chambre. Cet aveu n'équivaut pas seulement à une mise à nu du triangle sentimental, mais provoque des réactions hystériques du côté de la sœur. Pour éviter la catastrophe, le frère aîné veut amener Edith à la gare la plus proche, mais les 2 protagonistes reviennent un peu plus tard. Ce n'est qu'avec le récit du départ envisagé avec Edith que le frère aîné change la situation. Au moment de vouloir partir, je cite, « Il s'est passé quelque chose d'étrange. » Suite à un récit mi-rêve, mi-hallucination d'une séparation dans une gare, jusqu'à ce que le train emmène la jeune femme et la gare aussi a disparu avec elle. Ils sont pourtant là. Après la fin du récit de la séparation imaginaire, l'acceptation de l'amour est devenue possible, aussi pour le jeune frère. La réaction de celui-ci, qui termine pratiquement la pièce, souligne l'importance de la littérature pour comprendre les sentiments. S'adressant à son frère, ayant raconté l'histoire de la séparation imaginaire, il,
qui a toujours voulu devenir un écrivain et ne l'a pas réussi, il dit « Tu sais pourquoi je n'ai jamais écrit ? À cause de ça justement, ce genre de choses. La page est toujours vide à cet endroit. C'est exactement ça, écrire, aller quelque part où on ne va pas. La littérature a réussi à faire aller les sentiments là où on ne va pas, c'est-à-dire vers leur véritable destination. La première pièce de Reza prend comme point de départ une situation où, renforcée par l'enterrement du père, les sentiments sont supprimés et refoulés. Ce n'est que grâce au scénario clé déclenché par les frères aînés, l'amour fait sur le tombeau et l'aveu public de cet amour, que les sentiments des uns et des autres peuvent s'exprimer plus librement. Et ce n'est que grâce à l'intervention de l'imaginaire que les conversations après un enterrement sont que les conflits, les sentiments peuvent se résoudre et se transformer en harmonie au moins relative. Un an après le succès de la pièce A en 1994, Reza fait jouer une pièce intime à deux personnes plus significatives pour notre sujet, l'homme du hasard. Ce nom, Guénon, elle représente un tournant dans l'œuvre de Reza. Non seulement elle y pratique, je le cite, un dégagement du terrain dramatique, une sorte de nettoyage par le vide, mais en plus, l'homme du hasard, je le cite encore, se montre hanté, habité par les désirs du moment, et il instaure, selon Guénon, le dialogue complexe et conflictuel entre théâtre et roman qui va caractériser l'œuvre future de l'auteur. Reprenons un peu la situation de la modification avec un trajet cette fois entre Paris et Francfort. Un homme et une femme se trouvent face à face dans un compartiment. La fin exceptée, la pièce est composée de leur monologue intérieur. La femme ayant reconnu l'auteur qu'elle admire et dont elle a le dernier roman, L'homme du hasard, dans son sac. L'homme réfléchit d'abord sur sa vie et son œuvre, spécialement sur son dernier roman, et il ne s'intéresse que tardivement à la personne face de lui. Quand il demande enfin « Madame, je vous prie de m'excuser, ne pourrait-on pas ouvrir légèrement la fenêtre ?» La femme se confesse intérieurement « Pour une vétille, vous m'avez exaucé. » L'homme commence à faire des hypothèses sur la femme, sur la raison de son voyage, et la femme le remarque et se demande si elle doit sortir le livre de son sac. Le fer représente le scénario clé de cette pièce. Et quand elle commence à lire, l'homme qui ne sait pas qu'elle l'a reconnu réagit d'abord par des réflexions qu'on peut appeler professionnelles. Je cite, « Un écrivain de renom voyage en face d'une inconnue qui lit son dernier livre. Joli sujet pour une nouvelle. Un peu vieillot. Un Stefan Zweig. Oui. Ou un Michel Torga. Oui. » Mais il ne peut pas résister à lui adresser la parole. La discussion suivante autour des livres du romancier les rapproche de plus en plus, et quand il déclare on ne peut se mettre à nu qu'une fois, pour la femme, c'est déjà fait grâce à ses propres lectures. Il n'est donc pas surprenant, vu ce rapprochement grâce à la littérature, que la pièce se termine par cette déclaration quasi littéraire d'amour de la femme. Je cite, « En vous lisant, je dois avouer que je vous ai aimé follement et que dans une autre vie, pour ne pas vous gêner, je me serais envolé pour n'importe quelle aventure avec vous. » Denis Guénon, qui apprécie cette pièce du point de vue dramaturgique comme démolition de l'acquis, constate qu'à partir de là, loin de fuir le dialogue, la pièce le cherche. Et la recherche du dialogue perdu ou abandonné est en même temps une recherche sentimentale. Sans aller si loin que Guénon, qui en se référant à Lévinas, voit dans ce dialogue, surtout de la part de la femme, la voie de la transcendance, le passage à la parole de la femme, permet ce Guénon appelle la vérité de sentiment. Mais c'est aussi un passage qui se fait grâce aux livres sortis et ouverts par la littérature. La littérature représente donc un accès privilégié, on en a déjà parlé, aux sentiments, leur permettant de se mettre à nu pour utiliser les mots du romancier de la pièce. J'arrive à la deuxième phase, donc la deuxième ronde des sentiments.
De cette sublimation littéraire des sentiments ne reste pourtant pas grand-chose dans les pièces et romans à venir. Le roman Adam Aberberg de 2003, qui a eu une deuxième édition, qui s'appelle peut-être à plus juste raison « Hommes qui ne savent pas être aimés », mais il pourrait aussi porter le titre d'un autre roman, La désolation sentimentale. Et dans des pièces comme Trois versions de la vie, une pièce espagnole, ou Le Dieu du carnage, les sentiments ne sont pas seulement souvent démolis, mais déconstruits jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une agressivité qui trouve ses origines dans l'impossibilité et l'incapacité des personnes à dialoguer, comme c'était encore le cas dans L'Homme du hasard, où l'ouverture du monologue intérieur vers l'autre, surtout de la part de la femme, préparait un dialogue réel dans lequel les sentiments pouvaient se développer et se répandre. Dans l'idée du carnage, le contrôle de soi et la maîtrise des instincts disparaît à fur et à mesure pour laisser champ libre aux pulsions violentes et agressives. Les uns et les autres des deux couples se désignent comme bourreaux, comme monstres, et comme le dit un personnage, le vrai visage apparaît. Celui libéré de la discipline et de la soumission au processus de civilisation. Ce qui reste à la fin de ces pièces, c'est qu'un des acteurs de la pièce espagnole recommande à son auteur « Vous gagneriez à tuer vos personnages, Olmo, avant qu'ils se délitent, finissent aussi lamentablement que les gens réels, abandonnés en route comme des pelures, des rêves cons, et puis plus de rêves du tout. Les sentiments sont donc démasqués comme le maquillage de la civilisation. Il ne reste plus que les désastres de relations basées sur la seule force ou la seule faiblesse. Cette déconstruction sentimentale atteint le niveau de ce qu'on pourrait appeler à une autre époque une vision du monde, avec le roman paru début 2013, Heureux les heureux. Mais avant d'aborder cette dernière œuvre publiée de Reza, je voudrais me consacrer à sa dernière pièce, Comment vous raconter la partie que j'ai déjà mentionnée. Avec le roman Heureux les heureux, cette pièce représente une sorte de diptyque où le roman renvoie à une structure théâtrale et où la pièce joue avec une mise en abîme romanesque. Elle montre donc la pièce lors d'une manifestation littéraire en province, l'entretien d'une romancière connue du nom de Nathalie Oppenheim avec une journaliste, Rosanna Ertel-Keval, non moins connue, et donc l'entretien sur le dernier roman de Nathalie Oppenheim, Le pays des lassitudes, qui tourne autour de la romancière Gabrielle Gant, qui vient de publier un roman qui possède le même titre que la pièce, Comment vous raconter la partie, celui-ci tiré d'un roman de Michael Harrer. Sur la question de savoir s'il s'agirait là d'une définition de la littérature, la romancière Nathalie répond de l'existence aussi. Je crois que les choses n'ont pas lieu tant qu'elles ne sont pas racontées. Il s'agit donc d'un roman dans le roman porté sur la scène par une interview et cet emboîtement mène à des malentendus partiellement voulus entre l'interviewé et l'interviewante. La romancière du roman dans le roman, qui porte le titre de la pièce, veut faire tuer la maîtresse de son ami par un ami policier, mais c'est de moins en moins un acte passionnel parce qu'elle remarque chez elle un penchant pour le policier de plus en plus clair, jusqu'à mettre en question la nécessité d'une autre passionnelle. Cette romancière déclare à un moment « Reconnaître la place centrale de l'écriture dans sa vie, c'est reconnaître l'insuffisance du réel. » Mais quand la journaliste la questionne pour faire partager ce point de vue, elle insiste sur la différence classique entre un auteur et sa protagoniste. Dans toute cette pièce, on n'apprend pas grand-chose sur la romancière du pays des lassitudes, mais il me semble significatif que le prologue de la pièce cite une critique du roman, saluant une littérature mordante, sans gras, une exigence minutieuse, où le stéréotype, qu'il soit de langage ou de sentiment, est traqué, malmené. On peut y voir une autodéfinition de l'écriture de Reza, et quand l'organisateur de la soirée mentionne dans le même contexte la déclaration de cette romancière
que, je cite, les qualités humaines qui embellissent la vie courante ne sont pas profitables à l'écrivain, on peut en tirer la conclusion qu'à la différence des premières pièces et des premiers romans où l'imaginaire littéraire pouvait encore résoudre des conflits ou rapprocher sentimentalement les protagonistes, c'est maintenant le traquage des sentiments et la démolition des qualités humaines embellissant la vie courante qui sont au centre du projet de Reza. Ce projet trouve une sorte d'accomplissement dans le roman du début de cette année Heureux et heureux. Et dans ce sens, le titre, cette fois emprunté à Borges, ne peut être compris, vu aussi d'origine, autrement, comme un pléonasme ironique. Où la pièce, comment vous racontez la partie, jouait avec la structure romanesque de la mise en abîme du roman dans le roman, de son côté, évoque une pièce, La Ronde de Schnitzler. Mais au lieu des dialogues dans la pièce scandaleuse du début du XXe, nous avons 21 monologues, souvent à la manière d'instantané, et au microtexte, et au lieu de faire passer de l'un des deux personnages au suivant, et ainsi de suite, le roman de Reza construit une constellation kaléidoscopique où apparaissent dans des séquences, à une exception près, de moins de 10 pages, portant chaque fois le nom propre d'un personnage différent, apparaissent des couples de protagonistes, mais aussi d'autres personnages. Le résultat est moins le tableau d'une classe que d'un milieu social, celle d'hommes et de femmes exerçant des fonctions libérales ou travaillant dans le journalisme ou la haute administration, où seules quelques femmes, maîtresses de certains hommes, n'appartiennent pas à ce milieu. On pourrait aussi caractériser cela pour faire allusion à un fait divers impliquant Reza, que c'est le milieu du roman de Mark Weitzman qui vient de paraître. La pièce de Schnitzler se voulait une critique de certains aspects de la civilisation de la Belle Époque. Elle fonctionnait aussi comme démolition de la perception hypocrite de sentiments amoureux, dans la littérature aussi bien que dans la société. Plus d'un siècle plus tard, le roman de Reza poursuit le même projet, grâce à la structure romanesque par fragments reproduisant les réflexions des protagonistes sur leur situation et la relation avec un ou une autre. Le roman va beaucoup plus loin dans l'analyse de l'insuffisance du réel, c'était le cas dans la pièce précédente. Chaque séquence est un scénario clé pour le personnage dont il porte le nom, et en général, elle aboutit à une démolition ou à une déconstruction sentimentale, si sentiment il y a. Dès la première séquence consacrée à la relation entre le journaliste Robert Toscano et sa femme Odile, qui est avocate, le ton est donné à l'exemple de course dans un supermarché qui se termine par une altercation violente où Robert en vient aux mains. La conclusion qu'il en tire pourrait être la maxime du roman entier: réduire au maximum l'exigence de bonheur. Et la maxime a été formulée par son beau-père. Celui-ci, le beau-père, constate dans la séquence qui lui est consacrée, se faire comprendre est une chose impossible. Ça n'existe pas, particulièrement dans le cadre matrimonial ou tout dire au tribunal criminel. Il n'est donc pas étonnant que Reza fasse sienne l'appréciation de Chantal Audouin, une femme indépendante se soumettant à un ministre médiocre. Les couples me dégoûtent. Dans une interview où elle désigne cette Chantal Audouin comme son personnage préféré, elle assume haut et fort: je ne me suis jamais fait beaucoup d'illusions sur le couple. Je crois que littéralement, je tape dessus depuis le début. Je me méfie du mot amour. C'est un mot difficile à manier. On a vu que depuis le début, il ne correspond pas tout à fait aux constellations dans ses premières œuvres. Et après, L'Homme du hasard commence une démolition des constructions du couple qui s'étend au fur et à mesure à tous les sentiments. Des personnages clairvoyants, tels Rémi Grobe, avec lequel Odile Toscano a une liaison, savent apprécier les dangers liés aux sentiments. Lors d'un voyage commun dans le Nord, où l'avocate défend une association de victimes d'amiante, il constate: j'ai commencé à éprouver un sentiment, je veux dire un vrai, à ce moment-là, pour désigner cela un peu plus tard comme la catastrophe du sentiment.
mais après s'être laissé tenter un moment par ce dérèglement, je cite, dérèglement sentimental, il se rattrape. J'étais léger de nouveau, tout rentrait dans l'ordre. L'amour est donc une menace qu'il faut combattre et l'idéal se retrouve dans une relation se passant de sentiments que Réumi décrit ainsi. Je le cite, il n'y a jamais eu d'autre enjeu entre nous qu'une distraction sexuelle. Les émotions sont quasi nécessairement accompagnées ou suivies par une relation de dépendance, comme en témoigne l'exemple d'Hélène Barnèche qui rencontre 20 ans après un ancien amant. Voyant le danger, sa première réflexion est « Je suis une femme qui n'aime aucune image, gaie ou triste, susceptible de réveiller une émotion. Les émotions sont effrayantes. La rencontre réveille de telles images et ce qu'elle appelle chez elle une région abandonnée qui aspire à la tyrannie est réactualisée. La conclusion, vu la plupart des relations dans ce roman, n'est peut-être pas seulement valable pour le personnage d'Hélène. Je cite, une femme veut être dominée. Une seule exception, les dangers sentimentaux, semble exister dans ce roman. Ce sont les relations entre hommes, entre Robert Toscano et ses amis, mais surtout entre les deux vieillards qui sont Jean Ehrenfried et Ernest Bloch. À l'enterrement de ce dernier, Ehrenfried, malade lui-même d'un cancer, formule un appel à son ami défunt qui est déjà presque une déclaration d'amour. La dernière séquence où il évoque une scène de pêche est presque trop sentimentale. On était absurdément heureux. Ernest Bloch et Jean Ehrenfried sont d'une génération et qui est en train de disparaître des énarques représentant le parti de la modernisation des Trente Glorieuses, une époque, comme s'exprime l'orateur officiel, un ancien premier président de la Cour des comptes, qui hélas n'existe plus. Pendant cette époque, au moins, des sentiments d'amitié entre les hommes étaient encore possibles, mais aussi ce temps semble être révolu. J'arrive à mon résumé. L'œuvre de Reza montre une progression nette au cours de laquelle il procède de l'analyse à la critique des sentiments. Ceci correspond presque à un retour aux origines, c'est-à-dire à la première phase chez Auerbach, l'impatio, l'absence de sentiments et la tranquillité qui y seraient liées sont appréciés comme idéales. Mais on est loin de la tradition stoïcienne et de sa distance avec le monde, et ce n'est même pas l'éloge de l'indifférence ou la société cocon des premiers romans de Jean-Philippe Toussaint. L'idéal de la tranquillité est devenu irréalisable dans une société non seulement du spectacle, mais aussi de l'économie néolibérale. Concernant les sentiments passionnels, une attitude y renonçant tout à fait est impossible à instaurer dans la durée. On est dans la situation décrite par de Souza, une structure des émotions ressemblant plus à un fatalisme qu'à un déterminisme. Ce qui en résulte, ce sont des arrangements individuels qui dépendent en grande partie de la situation sociale, c'est-à-dire symbolique et économique de chaque protagoniste. Mais il reste la question du gender. Les hommes et les femmes n'entrent pas, chez Reza au moins, n'entrent pas dans la ronde des sentiments avec des chances et des possibilités égales. Ceci correspond tout à fait aux analyses de Bourdieu dans l'anthropologie réflexive ou dans la domination masculine, où il constate la domination des femmes par le pouvoir ou la violence symbolique masculin et l'acceptation de cette domination. Tel est construit le champ social chez Reza, à quelques exceptions près, les femmes sont plus exposées aux sentiments que les hommes et donc plus facilement dépendantes d'eux, surtout dans un couple. Reza procède donc à une critique qu'on peut appeler une déconstruction de plus en plus radicale des sentiments dans l'époque contemporaine, si radicale qu'on peut se demander ce qui va se passer après avoir fait table rase de cette manière-là. Mais ce n'est pas Nick et Jung qu'on peut en parler, mais peut-être lors d'un colloque dans 10 ans. Je vous remercie. Merci donc Wolfgang. Nous passons directement à la communication suivante qui porte donc également sur Yasmina Reza, mais sur
sa dernière publication, Heureux les heureux. Je présente donc Hélène Jacomard, qui est professeure de littérature française à l'Université d'Australie-Occidentale, Western Australia, à Perth. Elle dirige là-bas la section d'études françaises et européennes. Elle dirige également une revue sur la littérature française et la culture française. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont en particulier donc, Les fruits de la passion, le théâtre de Yasmina Reza en 2013. Elle va donc nous parler de Bonheurs et passions dans Heureux les heureux de Yasmina Reza. Merci. Vous m'entendez? Oui. Alors, je crains un tout petit peu que vous ayez une sensation de déjà-vu, parce que certaines des citations de Wolfgang, eh bien, elles figurent dans ma communication aussi. Je pense que c'est finalement peut-être une bonne chose, parce que Heureux les heureux est un texte très dense, avec énormément de personnages, et finalement, vous n'avez certainement pas retenu toutes ces citations par cœur. Curieusement, j'annonce déjà que ma conclusion rejoint sur certains points celle de Wolfgang. En 2007, des anthropologues de Sophia Antipolis décident de publier leurs recherches sur le bonheur. Acte courageux, disent-ils, car dans leur discipline, il s'agit, et je cite, d'un objet superficiel ou trop convenu, dont l'étude pour elle-même serait l'indice d'un manque de profondeur analytique, voire du fait d'être passé à côté de l'essentiel. André Comte-Sponville, lorsqu'il publiait le traité du désespoir et de la béatitude en 1984, se souvient aussi d'un sentiment d'une certaine singularité, d'une certaine solitude, voire d'une certaine audace. Je ressens un peu les mêmes sentiments ici. Et puisque nous sommes en train de parler d'émotions, je crois que j'ai le droit un petit peu de parler de mes sentiments. Oser s'intéresser à une notion aussi éculée, traitée par les plus grands philosophes et moralistes, d'Épicure à Alain Badiou, et par les plus grands écrivains qui, depuis Stendhal et sa fameuse quête du bonheur, inscrivent plus ou moins ouvertement le bonheur à leur programme. Eh bien, oui, je vais l'oser, et croiser deux notions qu'on peut appeler des chimères, des évidences, des banalités, c'est-à-dire le bonheur et la passion. Parler bonheur et passion était un peu passé de mode parmi les intellectuels et les écrivains, mais on peut noter un regain d'intérêt depuis quelques années. Peut-être que vous connaissez le livre de Pascal Bruckner, L'euphorie perpétuelle, essai sur le devoir du bonheur. Le dictionnaire amoureux du bonheur d'Alain Chiffresse, qui faisait suite à son dictionnaire amoureux des menus plaisirs. Des romans comme celui d'Agnès Martin-Lugan, Les gens heureux lisent et boivent du café. Parmi tout ça, le plus instructif et le plus jubilatoire, en dépit de son titre, est d'après moi Le bonheur désespérément d'André Comte-Sponville. Une chercheuse anglaise, Ruth Arma, a dirigé un recueil en 2011 sur l'écriture du bonheur dans le roman contemporain. Et elle pense que les critères sur lesquels se fonde l'œuvre de certains écrivains contemporains émanent de la doctrine de Comte-Sponville. Donc je crois que je suis dans la bonne ligne ici. Au fil de ses pièces, au fil de ses romans, Yasmina Reza met en scène des personnages qui essaient de comprendre ce qu'est le bonheur et pourquoi il leur échappe. Ce ne sont pas des philosophes, ce ne sont pas des moralistes, tous ont tendance à brocarder toutefois l'insupportable obligation du bonheur. Par exemple, Adam Aberberg, le héros d'un livre qu'a cité Wolfgang, Hommes qui ne savent pas être aimés, dit « La fatalité est plus légère que le devoir de bonheur ». Dans Une désolation, un roman de 99, le narrateur ne cesse de demander, et en vain, à son entourage qu'on lui explique le sens du mot heureux. Comme lui, Martha, dans la pièce L'homme du hasard, affirme trouver les gens heureux intolérables. Nathalie, dans la dernière pièce de 2011, relève que le succès de son livre, un événement qu'on pourrait tenir acquis pour heureux, peut aussi être une source de découragement. Alors, que pense-t-il de l'amour ? La deuxième notion que je veux croiser avec le bonheur. On a le personnage d'Avner Milstein dans Le pique-nique de Lulu Kreust. Il repousse la jeune femme qui s'offre à lui en lui disant « Le monsieur Milstein que tu as devant lui aspire au calme, au petit bonheur plat de se reposer.
un genre plutôt emmerdant. La passion demande trop d'énergie pour rendre heureux. C'est ce que pense aussi Serge dans La Luge de Schopenhauer. D'ailleurs, il va un peu plus loin. Il dit « Je suis beaucoup plus heureux depuis que j'ai renoncé au sexe, à cette comédie autour du sexe. Le sexe n'a pas de consistance particulière, c'est un élément du paysage. » Associé au vu de Schopenhauer, pour lequel l'amour a pour immense inconvénient de reproduire la vie, cette vallée de larmes, Serge rejoint les désabusés du XVIIIe siècle. Même transfiguré par le libertinage, l'amour n'est pas le plus sûr chemin qui conduit au bonheur. Cependant, la sagesse par l'abstinence n'est pas donnée à tout le monde. Et les passions ne font pas bon ménage avec le bonheur. Les épicuriens, plus près de nous, Alain, le philosophe Alain, nous l'ont dit. Encore faut-il voir comment cela se passe dans la tête des gens, dans leur intimité et surtout dans le couple. Décliner les diverses façons de vivre l'amour dans ou hors conjugalité constitue justement le matériau du dernier livre de Yasmina Reza. Alors écoutez, là je vais vous épargner des petites répétitions, sauf que peut-être Wolfgang n'a pas vraiment expliqué le sens du titre, et c'est important évidemment pour mon sujet. Le titre est suivi d'une exergue, c'est une citation de Georges-Louis Borges. La citation dit « Heureux les aimés et les aimants, et ceux qui peuvent se passer de l'amour. Heureux les heureux. » On est en Italie, donc j'imagine que vous aurez reconnu une variation ironique des 8 béatitudes du Sermon de la montagne, avec sa liste de malheureux ici-bas qui seront heureux dans l'au-delà. Et Borges y substitue une liste de 3 formules amoureuses, aimé, aimant ou abstinent. Sont exclus ceux qui ne peuvent se passer de l'amour, ne sont ni aimés ni aimants. En quelques mots, Borges aboutit à une tautologie. Lié à l'amour, le bonheur ici-bas entraînera le bonheur dans l'au-delà et vice-versa, ce qui peut sembler une fatalité relativement injuste. Quant à Reza, dans son roman, elle traite de toutes les situations amoureuses possibles. Aimer, être indifférent, le désir d'amour réciproque, l'impossibilité d'aimer. Elle aboutit toutefois à une autre conclusion de Borges. Qu'on soit aimé, aimant, indifférent ou frustré, on n'est pas heureux, sauf dans un seul cas, et encore. Donc vous avez 18 personnages qui prennent la parole tour à tour, autant de narrateurs que de narratrices, et ils donnent tous libre cours à de modestes désirs, disons. Je vous en donne quelques exemples. Robert, déjà cité par Wolfgang, aimerait arriver à faire ses courses dominicales rapidement. Un autre personnage aimerait empêcher sa vieille maman de dire des horreurs sur les autres patients à l'hôpital. Un homme aimerait embrasser une fille qui lui plaît. Quelqu'un d'autre encore espère que sa femme jouera la bonne carte lors d'un tournoi de bridge. Ces petits désirs, ces désirs infimes sont pourtant inconciliables avec les désirs des autres. L'épouse de Robert insiste pour faire une interminable queue au rayon fromage. La vieille maman annonce d'une voix forte la mort prochaine de la patiente qui lui fait face. La fille repousse violemment les avances du garçon, car une femme a besoin de préliminaires, dit-elle. Enfin, la femme a joué la mauvaise carte, et le mari, de rage, en mange le roi de trèfle. Ces brefs chapitres contiennent non seulement les pensées de celui qui raconte les histoires, mais aussi les conversations avec d'autres gens. De sorte qu'ici, on a affaire à ce qu'on peut appeler un roman choral, de seulement 180 pages, et peuplé d'une vingtaine de personnages en sus des 18 narrateurs. Tout un microcosme de gens reliés entre eux par des liens familiaux, conjugaux, médicaux, amoureux. Les informations sur les uns et les autres sont habilement distillées au travers du livre, de sorte qu'on apprend le métier de l'un, l'âge de l'autre, les amours de tous, avec une grande économie de moyens. Tous les narrateurs seront finalement réunis lors de l'enterrement d'un des leurs. La virtuosité de ce roman consiste à produire une polyphonie qui a pour but de montrer que les rapports entre bonheur et amour se font au croisement de l'individualité et de la sociabilité, de l'égoïsme et du lien social. De fait, le livre met en abîme l'aporie qui avait été relevée par Kant en son temps. Le bonheur, disait Kant,
en français ici, est une autarcie pratique, c'est-à-dire un état d'indépendance fondamentale de l'individu. Et pourtant, c'est dans le rapport avec l'autre que le bonheur se construit. Autre aporie. Alors qu'on est heureux chacun à sa manière, disait Kant, nous sommes néanmoins les victimes de la pression qu'exerce sur nous le prestige autoritaire du monde environnement. Dans ce langage un petit peu ancien, ce que je comprends, c'est que la façon de se sentir heureux et de le décrire dépend des idéaux de notre temps. L'idéologie de nous autres modernes se retrouve dans Heureux les heureux, quant au bonheur, sous forme de 3 figures de l'amour qu'a conceptualisé Alain Badiou dans son essai Éloge de l'amour. Ces 3 conceptions sont l'amour romantique, sceptique et, il dit, juridique, que je crois que je vais substituer à juridique, conjugal. Dans tous les cas, d'une plume alerte et drôle, Reza se fait le porte-parole du désenchantement de ses contemporains. Ainsi en est-il de l'amour romantique qui est toujours marqué de scepticisme. Je ne donnerai que 2 exemples de cela. Rémi, dont Wolfgang nous a déjà parlé, est tiraillé entre romance et désespérance. L'éveil de ses sentiments pour Odile lui semble après coup un dérèglement sentimental, et il espère ce dérèglement va vite passer. Marguerite est la 2e narratrice du roman. C'est elle qui introduit le thème de l'amour romantique, qu'elle juge fait d'entichement absurde. Elle a cédé à son attirance pour un collègue de lycée lors d'un voyage scolaire en Espagne. La réaction de repli du collègue, une fois de retour en France, la blesse. Elle qui cherchait, tout simplement, dit-elle, quelqu'un de gai avec qui je pourrais rire. Le rire, signe de complicité, est un thème si central de l'œuvre de Reza qu'il la structure, suggère Jean Bimbam, critique au Monde. Reza y décline dans son œuvre divers types de rire, amer, sarcastique, sans joie, ce qui est particulièrement perceptible dans Art, l'œuvre phare de Reza. Chercher à susciter un rire sincère et complice entre amis, époux, amants, est une façon codée, sans grandiloquence, d'être en quête d'un amour heureux. Dans l'œuvre de Reza, c'est une quête vaine. Reza, elle, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'elle appelle le versant sombre de l'amour. Dans Amer Claver, un texte autobiographique, elle dit « Les choses de l'amour auraient lieu dans l'hémisphère sombre et l'extase serait inséparable de la douleur ». Le qualificatif sombre revient d'ailleurs sous sa plume un peu plus loin, quand elle réitère son goût pour le versant sombre de l'amour, le seul où l'on puisse se perdre. Cette perte, si désirable, prend diverses formes. Abandon de soi, abandon de ses repères, refus des valeurs sociales et des idées convenues. Dans Heureux les heureux, je pense qu'il y a 3 personnages qui illustrent bien les différentes teintes que peut prendre ce versant sombre. Hélène a été citée par Wolfgang, elle revoit donc Igor, elle est mariée à ce stade, elle ne l'a pas vu depuis 30 ans, et bien que vieilli et bedonnant, Igor reprend en quelques secondes tout l'empire qu'il avait sur elle. Donc elle dit qu'il suscite en elle qu'il réveille en elle une région abandonnée qui aspire à la tyrannie. Et puis il y a Lula, célèbre actrice qui vit en direct les affres de la jalousie. Au cours d'une interview dans un bar d'hôtel, elle voit entrer son amant avec une femme à son bras. Tout en poursuivant l'interview qui exige d'elle qu'elle se montre enjouée et fantasque, elle envoie des textos vengeurs à son amant qui, lui, s'en amuse ouvertement. Et puis il y a aussi Chantal, qui revendique une totale liberté en matière amoureuse. Elle dit « Un homme est un homme. Il n'y a pas d'homme marié, pas d'homme interdit. Quand on rencontre quelqu'un, on ne s'intéresse pas à son état civil, ni à sa condition sentimentale. » Badiou a appelé cette puissance du désir le franchissement d'une impossibilité. Alors, sadomasochiste, jaloux, libertin, même sombre, l'amour peut tout de même s'accompagner d'un idéal de dépassement. Je me réfère à nouveau à Amer Clavière, donc un texte autobiographique. Elle dit de sa relation avec son compagnon de l'époque « Au moins n'aurons-nous jamais frôlé, lui et moi, le péril du bien-être. Au moins ne m'aura-t-il jamais atténué et je ne l'aurai jamais amoindri. » Il est assez inhabituel de trouver une définition de la
de la passion avec cette double valence. La violence de la guerre amoureuse, avant elle lui avait dit « j'aime la guerre et toi », et le respect absolu de l'autre qu'il ne faut ni atténuer ni amoindrir. Et c'est certainement le problème de ce personnage que j'ai déjà mentionné, Chantal, qui clame le droit à l'amour pour tous. Elle a voulu amoindrir son amant. Et cette jeune femme, en fait, raconte son histoire d'un hôpital psychiatrique suite à une tentative de suicide. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation assez célèbre de Pascal, le philosophe Pascal, qui dit que celui qui va se pendre cherche aussi le bonheur. Chantal cherchait donc le bonheur en tentant de se suicider. Ce qu'elle cherchait, c'était d'échapper surtout à la douleur, le fait que son amant ait plusieurs maîtresses. Le libertinage, d'accord, mais juste pour elle. Et d'autres personnages eux aussi vivent mal la réciprocité. On a le cas de Darius, qui collectionne les maîtresses et ne comprend pas du tout que sa femme le quitte pour un autre. Il s'étonne que le conjugal n'ait pas joué le rôle de garde-fou de la passion, n'ait pas offert, et je le cite, ce lieu de sécurité pour affronter le monde dont ont besoin les hommes, dans le sens ici de Marie. Car ce qui s'oppose principalement au bonheur de la passion, c'est le conjugal, mis en dérision ici comme dans tant de romans contemporains. Nombre de personnages expriment leur détestation des couples mariés. J'ai quelques citations ici qui ressemblent vraiment à des aphorismes. Deux êtres vivent côte à côte et leur imagination les éloigne chaque jour de façon de plus en plus définitive. Les couples me dégoûtent, on a déjà entendu le début de cette citation, qui continue leur ratatinement, leur connivence poussiéreuse. Je n'aime rien de cette structure ambulante qui traverse le temps à la barbe des isolés. Le couple, c'est la chose la plus impénétrable. On ne peut pas comprendre un couple, même quand on en fait partie. L'œuvre de Reza abonde en époux qui se déchirent. Je citerai 4 textes, 3 versions de la vie, une désolation, dans la luge de Schopenhauer et le dieu du carnage. Ces couples nagent dans l'incompréhension, la colère, le malentendu permanent. Le premier récit d'Heureux les heureux est justement celui de Robert Toscano, où il raconte par le menu une dispute conjugale partie de rien, s'alimentant de minuscules rancœurs accumulées. Cette fois-ci, ça finit par une réconciliation sur l'oreiller. Mais il est clair que son intransigeance et son égoïsme expliquent ses difficultés maritales. Pire que les émotions violentes, l'ennemi de l'amour décliné dans le conjugal, c'est l'ennui, ce péché irrémissible, disait Oscar Wilde. Rémi, par exemple, après sa nuit d'amour, s'affole. J'ai eu l'impression qu'elle était au bord de l'ennui. Je suis moi-même au bord de l'ennui, envahi par la morosité des amants. De fait, André Comte-Sponville, dans l'essai que j'ai déjà mentionné, explique le cercle vicieux suivant. Le désir est un manque. Une fois assouvi, le désir disparaît. De même que le bonheur, puisque être heureux, c'est être en état de désir. Il rajoute aussi quelque chose d'un petit peu plus précis. Rien de plus facile, écrit-il, que d'aimer celui ou celle qu'on n'a pas. Cela s'appelle être amoureux et c'est à la portée de n'importe qui. Mais aimer celui ou celle que l'on a, ou celui ou celle avec qui l'on vit, c'est autre chose. Nous avons celui ou celle qui ne nous manque plus et nous nous ennuyons. C'est ce qu'on appelle un couple. Et il est rare que cela suffise au bonheur. Le philosophe a une stratégie pour briser cette fatalité. Il dit « il faut aimer l'autre parce qu'il existe. Son existence doit nous rendre heureux, non sa possession. » Là encore, c'est une vision de sage qui n'est pas donnée à tout le monde. Comment se contenter, en effet, d'un mari qui ne sait même plus que j'ai un corps, déplore Jeannette. De son côté, la vieille mère de Robert Toscano affirme qu'elle n'était pas malheureuse avec son père, désormais décédé. Mais tu sais, un bon mari, ça ne court pas les rues. Et effectivement, entre les maris volages, les maris indifférents, les maris égoïstes, Reza n'offre qu'un seul modèle de bon mari, Lionel. Lionel, le seul qui a réussi à être heureux en couple, dit un ami commun. Et cela sonne comme un reproche. La femme de Lionel, le bon mari, commence son propre monologue en disant combien elle souffre de la forme d'ironie permanente de leurs amis vis-à-vis de leur couple, de leur côté fusionnel. Et pourtant, ils connaissent
l'amour durable en couple, cette récusation du platonisme, dirait Badiou, ou encore la preuve, malgré tout, que le temps peut accueillir l'éternité. En somme, l'amour juridique, l'amour conjugal recherché par tous, méprisé par personne, car il ne contient plus d'espoir d'absolu. Lors d'un entretien en 2010, Reza a confié « C'est vrai que je crois peu au bonheur conjugal, que j'ai une vision sombre de l'aventure du mariage. Seuls les couples formés sur le tard ont tout à gagner. » C'est quand même assez optimiste. La question des enfants ne se pose plus, le devenir social est derrière eux, l'amour peut se développer comme un choix existentiel. Un choix. Le mot peut surprendre. Les personnages de Heureux les heureux ne semblent pas avoir le choix d'aimer, ils subissent la tyrannie de la passion. L'amour reste une situation panique, comme disait Barthes dans un fragment du discours amoureux intitulé « Catastrophe ». Pourtant, le philosophe Alain estimait que le bonheur se méritait en faisant des compromis, voire en prétendant être heureux. « Il faut jurer d'être heureux », écrivait-il dans Propos sur le bonheur. Psychologie positive, méthode Coué, on est loin d'un sentiment solaire et loin de la sagesse préconisée par André Comte-Sponville, selon lequel le vrai bonheur se tient dans un certain rapport à la vérité. Reza illustre cette loi des reins à travers un personnage assez cocasse. Jacob se prend pour Céline Dion depuis son enfance. Démuni, ses parents n'ont pas su l'aider à surmonter cette manie. Devant son accent canadien, ses spectacles interminables dans le salon, ses caprices de star, ils finissent par le mettre en hôpital psychiatrique. Là, le personnel et les patients s'amusent à entretenir sa folie en organisant des concerts, des séances d'autographes. Jacob, grisé par son succès, est donc heureux. C'est même le seul personnage heureux du livre. Et c'est un bonheur fondé sur le mensonge à soi-même et le narcissisme. Finalement, dans ce livre truffé de bons mots, c'est Luc, celui qui reproche à Lionel d'être heureux en couple, celui qui rêve d'un monde sans femme, qui a le mot de la fin. Tu ne peux pas être heureux en amour si tu n'as pas une disposition à être heureux. La réflexion sur l'amour et le bonheur finit donc en tautologie, comme le titre l'annonçait. On est heureux si on est heureux. Les personnages de Heureux les heureux sont indignés de cette injustice, d'où un cocktail explosif d'émotions, la colère, l'irritabilité, la violence verbale. Toutes choses qui, à leur tour, tuent aussi sûrement l'amour que le bonheur. De fait, dirait André Pont-de-Conville, ils n'ont aucun savoir-vivre. Car devant l'injuste distribution du bonheur, il faudrait, il dit, je le cite maintenant, devant l'injuste distribution du bonheur, il s'agit d'apprendre à désirer ce qui dépend de nous, c'est-à-dire d'apprendre à vouloir et à agir. Il s'agit d'apprendre à désirer ce qui est, c'est-à-dire à aimer, tout simplement, plutôt que désirer toujours ce qui n'est pas et qui ne dépend pas de nous. Il faut arrêter d'espérer. Sinon, on tombe dans le bonheur manqué, dont souffrent tant nos contemporains, eux qui vivent d'espérance, comme on dirait vivre d'expédient. Car l'espérance, selon Comte-Sponville, revient à désirer sans savoir, désirer sans pouvoir, désirer sans jouir. Mieux vaut désirer un bonheur en acte, c'est-à-dire un bonheur au-delà de l'espérance. L'espérance étant une attitude d'impuissance, donc un bonheur littéralement désespéré. Seul le narcissique, ou pour adopter la terminologie de Gilles Lipovetsky, l'hyper-individualiste, celui qui vit dans un présent paradoxal, seul ce narcissique ou cet hyper-individualiste connaît le bonheur, mais c'est aussi un bonheur paradoxal. Jacob, qui se prend pour Céline Dion, n'est pas malheureux, explique son psychiatre, sauf quand il regarde les informations. Il est obsédé par le caractère arbitraire de sa chance et de son privilège. Pour paraphraser Camus, il faut imaginer le schizophrène heureux. Être heureux de cette manière illusoire, après tout Jacob n'est pas Céline Dion, et n'a donc ni chance ni privilège, permet de s'offrir le luxe de la compassion et d'une vague conscience sociale. Toute l'ironie est là. On croit avoir tout pour être heureux, comme on dit. Argent, travail, amis, famille. Mais l'abondance n'est évidemment pas la condition du bonheur. Alors que j'ai tenté de faire coïncider l'univers de Heureux les heureux avec la philosophie si sympathique d'André Comte-Sponville,
comme cela semble être le cas d'un grand nombre de romans contemporains. En fin de compte, les clés de ce roman seraient plutôt à trouver dans l'hypermodernité désillusionnée à la Gilles Lipovetsky. Ce philosophe constate que personne ne sait dépasser ses désirs et ses manques, car la société vous condamne à chercher une émotion positive immédiate, c'est-à-dire le plaisir, au lieu d'une émotion positive non immédiate, c'est-à-dire le bonheur. Heureux les heureux est une sorte d'état des lieux de la dérision. Sur fond de carte du tendre de la modernité, ce roman démontre que nous ne sommes pas prêts pour le bonheur désespéré. Alors merci Hélène et donc Wolfgang également. Je crois qu'effectivement il y a des divergences, mais je ne les ai pas beaucoup vues. J'ai vu surtout des convergences, enfin sur la vision générale qu'impose l'univers de Yasmina Reza tel que vous le décrivez. Il me semble que c'est un univers peuplé d'anti-héros et marqué essentiellement par le désenchantement. Et la progression même de l'œuvre qu'a dessinée Wolfgang, de l'analyse à la critique, va dans le même sens. Mais enfin, je ne vais pas intervenir, je suis là pour susciter les questions et attendre les questions. Donc, je vous donne la parole sur ces deux micros. Est-ce que la quête du bonheur dans le roman pourrait être comparée à un labyrinthe? Est-ce que ce labyrinthe pourrait avoir les émotions comme le Minotaure? Parce que une des protagonistes du roman dit que les émotions sont assassines. Donc voilà, c'est ma question. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous sauriez mieux répondre à cette question que moi. C'est vrai que c'est intéressant comme notion. Je pense que l'idée de labyrinthe, c'est peut-être ma façon de présenter le texte où évidemment on prend des petits aphorismes un peu partout qui donnent cette impression d'une quête qui peut être donc plus ou moins mortelle, mais le roman est surtout un roman choral, je dirais. C'est-à-dire que les personnages se répondent les uns aux autres sans d'ailleurs vraiment le savoir, ce qui est un peu l'idée de ce manque de communication auquel ils arrivent peu à peu. La forme même du roman se prête à cette idée, mais c'est pas inintéressant, l'idée du Minotaure. Oui, je trouve ça très bien. Oui, je reprends la question. Merci beaucoup. Si labyrinthe il y a, il devrait y avoir un fil rouge qui mène à un centre à partir duquel on peut comprendre ou changer quelque chose. Et je crois que chez Reza, c'est presque l'envers. Donc, s'il y a un fil rouge, c'est qu'il n'y en a pas. Ce qu'on a mentionné, une absence de sentiment qui pourrait sauver les gens, les protagonistes dans ce roman, les personnages d'une pièce de théâtre, est impossible. Donc, reste que découvrir que tout mène vers une catastrophe sentimentale que dans certaines situations on ne peut pas éviter, qu'on peut un peu maîtriser, comme nous deux avons choisi Rémi Grobe, c'est pas par hasard, parce qu'il arrive, après une hésitation, à maîtriser la chose. Donc ça serait ça, entrer dans un labyrinthe et découvrir qu'il n'y a pas de véritable issue. Donc finalement, ça serait les gens avant la découverte du fil rouge qui
qui ont été bouffés par les minotaures qui est au centre. Une autre question? Y a-t-il une autre question? Mais à vous entendre, alors il y a une sorte de procès implicite de l'amour dans l'œuvre de Yasmina Reza. Ou est-ce que c'est trop fort Si on prend les deux notions d'Hélène, si on met à la place de passion-amour, il n'y a pas d'amour heureux, de bonheur. Le bonheur est impossible, oui, d'une certaine manière, on peut le dire comme ça. Moi, je préfère l'idée qu'il n'y a pas d'amour heureux ni de bonheur sans amour. Et là encore, c'est une citation. Pas d'autres questions? Bon, alors nous arrêtons là. Nous reprenons dans un quart d'heure, à 17h.